9 actions pour baisser votre IS, votre impôt sur les sociétés, à activer avant le 31 décembre, quelle que soit la forme juridique de votre entreprise, SAS, SARL, EURL, EIRL. Si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, ce webinaire ce soir va vous intéresser. On va vous partager nos meilleures pratiques pour aider nos clients, puisqu'on est expert comptable, aider nos clients à payer moins d'impôts sur les sociétés. Donc, dans quelques dizaines de minutes, eh bien, je peux vous garantir que vous aurez au moins 2 ou 3 astuces à activer ou 2 ou 3 actions à engager avant le 31 décembre qui vont vous permettre de baisser l'impôt sur les sociétés. Alors, vous allez voir que pour ça, il y a vraiment une méthode qu'on a mis en place. Nous, j'allais dire avec Jean-Luc, mais en fait, qui a été plus mis en place par les experts comptables, qui est une vraie méthodologie progressive pour s'attaquer à l'impôt sur les sociétés. Et cette méthodologie, elle, se déroule en 3 étapes. Donc, en fait, il y a 3 niveaux d'action pour baisser son IS. Le premier, c'est de baisser la base imposable. Vous savez que pour payer l'impôt sur les sociétés, on calcule la base imposable, c'est-à-dire le bénéfice imposable. Eh bien, pour baisser l'IS, le premier objectif, ça va être de baisser cette base imposable. On va voir comment. Le deuxième, c'est de baisser le taux d'imposition. Une fois que la base imposable a été calculée, on peut faire en sorte de baisser, vous allez le voir, le taux d'imposition. Normalement, c'est 25%, mais on va descendre, on va vous montrer comment, jusqu'à 0%. Et enfin, une fois qu'on a calculé l'impôt sur les sociétés, s'il y en a à payer, vous allez voir que on peut faire en sorte de baisser le montant de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire de déduire des crédits d'impôt, voire même de se faire rembourser de l'impôt sur les sociétés dans certains cas. Donc, on aurait presque pu aller jusqu'à dire comment vous faire rembourser l'impôt sur les sociétés que vous n'avez pas payé. Voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a que des conseils tout à fait réglementaire. On est là pour vous expliquer les opportunités que vous offre la loi et comment les optimiser. Tout est parfaitement légal et vous allez le voir, c'est assez croustillant. Voilà, parce que nous, on fait l'exercice intensément en chaque fin d'année. Évidemment, ça concerne ceux qui clôturent le 31 décembre, mais ça va aussi concerner, quelles que soient vos dates de clôture, 30 septembre, 31 mars, etc. Donc, je vous le disais, le premier objectif, ça va être de baisser la base imposable. Alors, baisser la base imposable, on va commencer par des choses très très simples que forcément, si vous êtes client dans nos cabinets d'expertise comptable, SOSIC ou SOBIZ, eh bien, vous avez déjà entendu parler, si on a fait des bilans ensemble, c'est qu'il faut passer un maximum de charges dans la société, c'est-à-dire des frais, des dépenses, etc. Alors, il ne faut pas dépenser pour payer moins d'impôts, mais il faut passer le maximum de dépenses, évidemment, sur la société dès lors que ces dépenses ont une contribution au développement de votre entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'une fois que vous avez fait la dépense, vous le savez, il y a deux traitements fiscaux des dépenses. Soit on les passe en moins du bénéfice imposable, ce qu'on appelle en charge, donc, ça permet d'attaquer tout de suite la base imposable. En moins, c'est le cas des loyers, c'est le cas des salaires, c'est le cas des dépenses de communication, c'est le cas des frais de déplacement, etc. Et puis les autres dépenses qui sont des investissements. Alors les investissements, c'est ce qui va être utilisé sur une durée qui s'étale dans le temps. Donc c'est notamment les équipements. Donc aujourd'hui, on rencontre surtout équipements informatiques, évidemment. Donc ordinateur, tablette, micro, téléphone, tout ça. Pourquoi? Parce que ces matériels, ces équipements, vous les utilisez sur une durée d'au moins 2 à 3 ans. Donc le fisc dit, bah, si vous utilisez votre ordinateur pendant 3 ans, vous allez étaler le prix d'acquisition pendant 3 ans. Ça, c'est la règle de base. Sauf qu'il y a une exception, c'est que si votre équipement il a coûté moins de 500 €, quelle que soit la durée d'utilisation, vous pouvez passer 100% en charge. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous achetez un ordinateur 510 €, eh bien, vous allez être obligé de l'étaler son prix d'acquisition sur 3 ans et donc de payer plus d'impôts. Et si vous achetez un ordinateur 490 €, vous allez pouvoir le passer en totalité en charge et donc payer moins d'impôts. Même chose pour les tablettes, même chose pour les PC, même chose pour les téléphones, même chose pour les Mac.
Bon, les Macs, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est pour vous dire, le jeu consiste à surveiller ce plafond de 500 € pour les achats d'équipements. Donc déjà, amusez-vous à faire ça, faites attention à vos prix d'achat et dites-vous, dès que ça dépasse les 500 €, ah, donc attention, ça va être étalé sur 3 ans. Uniquement les équipements, bien évidemment. Deuxième astuce concernant les travaux, tout ce qui est travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que fiscalement, le traitement n'est pas le même si on parle de travaux d'entretien ou travaux d'amélioration. Donc, les travaux d'amélioration, ils sont immobilisés sur 5 à 10 ans. Par exemple, agrandissement d'un bureau, isolation, amélioration de l'isolation de vos bureaux, augmentation de la performance d'un véhicule ou de matériel informatique. À partir du moment où il y a une amélioration, eh bien, c'est considéré comme un investissement, ça s'étale dans le temps. Si au contraire, vous remplacez, vous entretenez le bien, eh bien, des travaux, peinture, changement de moquette, de parquet ou changement de pneus, changement du moteur de votre voiture, tout ça, ça va être déductible totalement fiscalement parce que c'est considéré comme de l'entretien. Voilà. Donc il faut que vous ayez ce souci lorsque vous faites faire des travaux ou lorsque vous faites des dépenses d'entretien, eh bien de toujours formuler, en fait, demander à votre prestataire de rédiger les factures de façon à indiquer le libellé qui vous arrange. Donc, si vous voulez baisser votre base imposable, évidemment, vous allez plutôt privilégier l'entretien à l'amélioration. Le troisième, et ça, c'est le moins connu et en tous les cas celui qui a un impact le plus fort sur votre bénéfice imposable, c'est ce qu'on appelle les provisions. Donc, pour baisser votre impôt sur les sociétés, vous allez provisionner. Provisionner quoi? Eh bien, il faut que vous fassiez au moment du bilan. Alors, ça peut se faire après le 31-12. Hein. Si vous clôturez le 31-12, tout ça, on va pouvoir passer les écritures en janvier, février, mars, avril, jusqu'à ce qu'on envoie votre liasse fiscale aux impôts. On peut le faire après, mais il faut commencer à y penser rapidement. Donc, on va provisionner, c'est-à-dire qu'on va déprécier, donc on va passer des charges, même s'il n'y a pas de décaissement, on va baisser la base imposable. Par exemple, si vous avez des équipements qui se sont dégradés ou qui se sont détériorés, qui ont été volés, qu'on met au rebut, ou que vous avez utilisés de façon très intensive. Donc, si votre voiture, vous l'avez achetée il y a 1 an, mais qu'elle est dans un état pitoyable et qui fait que vous ne pouvez pas la vendre au prix de l'Argus et elle vaut plus que 50%, eh bien, il faut nous le dire. Et nous, on va passer, en plus de l'amortissement, une provision. Voilà, si elle a été dégradée par un orage de grêle et que vous n'êtes pas assuré, typiquement, c'est le genre d'incident qui va pouvoir permettre de passer une provision et de baisser votre base imposable. La même façon pour tous les matériels. Alors après, c'est fonction de votre métier, fonction de votre activité. Voilà. Tout ce que vous avez, tous les équipements que vous jugez être dégradés, il faut nous dire attention, ça vaut peut-être moins que la valeur comptable. Si ça vaut moins que la valeur comptable, il faut passer une provision. Ça vaut aussi pour les investissements financiers. Vous avez investi dans une société qui perd de l'argent, la boîte d'un copain, vous avez acheté 10 000 € d'actions, on regarde son premier bilan, il a tout perdu. Bon, ben, dans ces conditions, les 10 000 €, on peut les provisionner. Les stocks, si vous faites de l'achat-revente et que vous avez du mal à revendre une partie de votre stock, on peut le provisionner. Les créances clients, quelle que soit votre activité, vous avez des clients qui ne vous ont pas payé, qui tardent à vous payer, et vous estimez qu'il y a un risque, même faible, 10-20% de risque de ne pas être payé, on provisionne. Nous, on provisionne. Le client est en retard, il ne vous a pas payé quand il fallait, on provisionne. Et plus la créance va être ancienne, plus on va provisionner. C'est-à-dire à plus de 6 mois, on peut provisionner 100%. S'il y a un risque sur la créance client. Et puis les risques de contentieux. Alors cela, c'est souvent, vous oubliez de nous le dire, que vous avez des contentieux. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, en général, quand il y a un contentieux, soit il ne le voit pas, soit
il n'a pas envie d'en parler. Enfin, c'est des choses qui sont souvent perturbantes. On pense à autre chose. Et donc, on ne pense pas que c'est sérieux. On se dit non, mais de toutes les manières, il ne gagnera jamais. Ouais, mais si vous voulez baisser votre base imposable, que vous avez un fournisseur qui vous a envoyé une lettre avec accusé, AR et qui commence à vous chatouiller, eh bien, utilisons-le pour passer la provision, même si vous pensez que vous allez gagner. C'est pas grave. Fiscalement, vous avez de la documentation qui permet de montrer qu'il y a un risque. S'il y a un risque, eh bien, faut le provisionner, même si vous pensez que vous allez gagner. D'accord? Donc, ça va concerner les fournisseurs, les clients, s'il y a un client qui vous dit qu'il veut engager votre responsabilité, les concurrents, si vous avez un concurrent qui vous cherche génoise parce que vous avez copié son process ou son site internet ou je ne sais quoi, et les prud'hommes, évidemment, si vous avez un collaborateur qui vous a quitté et qui se manifeste et qui vous demande de payer telle ou telle chose que vous avez oublié de payer au moment de son départ, tout ça, ça se provisionne. Ouais, ouais. Jean-Luc. Oui, 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 je voulais compléter ce que tu dis parce que j'ai eu le cas là cette semaine avec un client. En fait, on peut provisionner que pour des événements qui ont eu lieu au cours de l'exercice. Parce que là, j'avais le client là qui doit faire un achat immobilier l'année prochaine et il voulait provisionner les frais de notaire. Mais les frais de notaire, vu qu'il n'a pas encore acheté le bien, on ne peut pas provisionner des frais de notaire pour un événement qui va se passer l'année prochaine. Donc on provisionne en effet sur ce qui s'est passé, les problèmes qu'il y a eu, les risques qu'on a subis, des inondations, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Il faut que l'événement il soit passé au cours de l'exercice, quoi. Tout à fait, tu as tout à fait raison de le rappeler. Donc, en effet, les frais de notaire, par exemple, on pourrait les provisionner si la vente avait eu lieu le 25 décembre ou le 24 décembre et que le notaire n'avait pas tout facturé. Bon, alors Mm. ça, c'est ce qu'on appelle les factures non parvenues, mais c'est aussi on peut considérer que c'est des provisions. Voilà, c'est ça. Alors, on continue. Euh, Oui, Concernant les loyers, alors si vous achetez un véhicule, il y a une petite astuce. C'est pas une grosse optimisation, mais c'est toujours bien quand on veut baisser son impôt sur les sociétés. Eh bien, c'est d'utiliser le loyer majoré. Les concessionnaires proposent le plus souvent, ils proposent souvent ça parce qu'il y a des reprises de véhicules. Donc, on vous propose commercialement un véhicule à 200 euros par mois avec un premier loyer de 2000 euros. Bon, c'est une astuce commerciale, évidemment, pour communiquer sur le montant de l'annuité qui est souvent faible et pas forcément sur le nouveau loyer. C'est aussi une astuce fiscale parce que le premier loyer, vous allez le passer en charge en totalité, premier loyer de crédit bail, dans la limite de 20%. Voilà, donc on vous a mis un petit exemple. Pour un véhicule de 10 000 euros, si le premier loyer c'est 2 000 euros et qu'après il y a 35 loyers de 230 euros, donc un crédit bail sur 3 ans, eh bien la charge déductible de l'année 1, ça va être 2 000 euros plus 11 fois 230 euros, ça fait 4 530 euros. L'année 2, ça va être 12 fois 230 euros, donc 2 760 euros. Et l'année 3, 12 fois 230 euros aussi, 2760. Donc la technique du crédit bail, ça peut être une façon de baisser sa base imposable. Alors ensuite, on passe à vraiment une chose qui est assez étonnante, là aussi, que les gens connaissent assez peu, c'est le contrat, les PER, plans d'épargne retraite, qui permettent, en passant des cotisations dans les charges de l'entreprise et que ces cotisations soient placées dans des actions, dans des portefeuilles d'actions, quelque part, ça permet de passer en charge une partie des placements financiers de votre société. Jean-Luc, je te laisse expliquer oui, ce sujet qui te oui, passionne. oui. Alors en fait, bah, il y a une volonté, on le sait là, du gouvernement là, que les gens en fait s'orientent vers des contrats de capitalisation, quoi, et puis ralentissent en fait la retraite collective. Donc pour ça, donc il y a des incitations fiscales pour ouvrir des PER. Ça existe depuis assez longtemps en fait, hein, mais avec la loi Pacte, les termes ils ont changé. Et maintenant, c'est parce qu'on a mis entre parenthèses là les anciens articles. Et maintenant, ça s'appelle des PER. Alors il y en a de différents modes en fonction du statut de votre entreprise, en fonction de ce que vous voulez faire.
Celui qui était assez répandu, le père individuel, c'était l'ancien contrat loi Madelin. Quand vous êtes travailleur indépendant, travailleur non salarié, vous pouvez ouvrir un contrat Madelin pour votre retraite qui va passer en effet en charge dans la société et puis qui sera bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. On a des cas de déblocage anticipé quand même, mais celui-là, c'est le plus connu, donc il y a pas mal de clients qui le font, puisque on le sait, quand on est TNS, la couverture sociale, elle est un peu plus faible que les salariés, que quand on est assimilé salarié ou pour la retraite, en effet, on cotise davantage, c'est pour ça qu'on paye plus de cotisations sociales. Mais vous pouvez le mettre en place donc, dans votre entreprise et ça passera en effet en charge dans la société. Après, on en a deux autres. Le père, l'ancien PERCO. Alors, l'ancien PERCO, c'est là plus pour les sociétés qui sont à l'impôt société. Vous ouvrez un plan d'épargne, vous mettez une somme sur ce plan d'épargne et l'entreprise, en fait, elle va, ce qui s'appelle abonder et verser un complément de la somme que vous avez versée vous. Et cette somme, pareil, elle sera bloquée jusqu'à l'âge de la retraite, sauf déblocage. Et les sommes qui sont abondées par la société, qui peuvent aller jusqu'à 3 fois ce que vous avez versé à titre perso, vont rentrer dans les frais de la société, donc faire baisser l'impôt société. Et ensuite, on a le père d'entreprise obligatoire. Là, c'était l'ancien article 83. Là, c'est quand on a des salariés, on met en place des retraites supplémentaires. Donc, pour les salariés, c'est intéressant. Pour vous, ça permet de les fidéliser. En fait, ça va leur donner une retraite complémentaire et pareil, qui sera alimentée par le compte de la société et qui viendra donc en moins de l'impôt société de l'entreprise. Voilà, donc on a différents mécanismes en fonction de votre régime fiscal qui permettent en effet de se constituer une retraite individuelle avec une prise en charge en partie par la société, sachant qu'il y a des plafonds, hein, évidemment, il y a des plafonds. Je crois que les plafonds, on les met, oui, on les a mis en dessous. Voilà l'ancien loi Madelin, donc les plafonds, c'est 10% des revenus. Bon, ça peut faire pas mal quand même, ou jusqu'à 4 114 euros si le montant est plus élevé. Voilà, donc le père, l'ancien PERCO, pareil, on a des plafonds. Donc, comme je vous le disais, on peut verser, la société, elle peut verser, elle peut abonder jusqu'à 3 fois ce que vous avez mis à titre personnel, avec un plafond, bon, là, qui est quand même assez élevé, de 6 581 euros par personne. Et bon, l'article 83, là, on l'a pas mis, mais c'est pareil, bon, il y a des plafonds. Bon, après, là, c'est l'article 83, c'est plus pour les entreprises un peu plus importantes qui ont plusieurs salariés pour fidéliser surtout les salariés. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer, donc vous l'avez compris, ça c'était au premier niveau, c'est le plus gros, hein, c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps. Après, baisser le taux d'imposition de la taxation de vos bénéfices. Eh bien, pour ça, il y a une astuce qui est assez peu connue elle aussi pour ceux qui n'ont pas libéré totalement leur capital social. Donc ça concerne surtout les entreprises nouvelles. Eh bien, n'oubliez pas de libérer la totalité de votre capital social, parce que si vous ne libérez pas la totalité de votre capital social, vous n'avez pas le droit au taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Voilà, 15% au lieu de 25%. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais malgré tout, c'est important. Alors, encore une autre astuce pour baisser l'impôt sur les sociétés, ça concerne à passer à l'impôt sur le revenu. Là aussi, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous le savez, le taux d'impôt sur les sociétés, c'est, on vient de le dire, 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, et puis 25% au-delà. Le taux d'impôt sur le revenu, c'est à partir de 0%. Donc, certains d'entre vous vont pouvoir changer de régime fiscal en passant de l'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu. Alors, quand vous pouvez le faire dans les 5 ans qui suivent la création de votre entreprise uniquement. Donc, si votre entreprise a plus de 5 ans, vous ne pouvez pas. Pour qui
toutes les sociétés peuvent opter à l'impôt sur le revenu. Je croyais qu'il n'y avait que les sociétés dont le capital était détenu à 100% par un seul actionnaire, mais maintenant ça concerne toutes, même les SAS, les SARL, etc. Donc vous y avez intérêt si vous avez un taux marginal d'imposition, vous, en tant qu'associé, inférieur à 15%. Donc ça veut dire que vous êtes à 0% ou à 10%. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, pour vos bénéfices ou vos déficits, si vous avez des déficits que vous voulez imputer sur vos autres revenus. Donc attention, cette option à l'impôt sur le revenu, parce que elle est évidemment intéressante d'un point de vue de l'impôt, si jamais, en effet, vous maîtrisez bien la performance de votre entreprise et que votre bénéfice ne dépasse pas vos prévisions. Mais si jamais les choses se passent beaucoup mieux que ce que vous avez prévu et que vous avez opté à l'impôt sur le revenu, attention, c'est que là, on peut monter à 46%. Donc, ça peut faire très très mal si le système se retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bénéfice maîtrisé, vous avez un bénéfice qui est trop important. Donc, tant mieux pour vous si vous faites des gros bénéfices. Par contre, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, là, c'est le piège parce que ce qui était une opportunité fiscale se retourne contre vous. Donc, le changement de régime fiscal possible, mais à manier avec précaution. Alors, le troisième, une petite erreur dans le slide, c'est baisser le montant de l'impôt sur les sociétés. Donc, troisième niveau d'optimisation, baisser le montant de l'impôt sur les sociétés. Pour ça, Jean-Luc, tu vas nous reparler du fameux Girardin IS. Oui, alors le Girardin IS, en fait, c'est une mesure, c'est vraiment une niche fiscale. C'est investir dans l'immobilier dans les dom-toms. Et c'est particulièrement intéressant pour ceux qui payent beaucoup d'impôts sociétés parce que ça peut permettre de le réduire de façon assez drastique, puisque ça ouvre droit à un crédit d'impôt de 35% quasiment du montant d'investissement. Alors, c'est un crédit d'impôt, hein, c'est directement l'impôt en fait qui va être réduit, hein, c'est pas la base imposable. Donc, ça veut dire que l'État vous paye 35% de l'investissement que vous faites. Donc, si on prend un exemple d'un investissement là, on a mis 298 000 euros. Après, le crédit d'impôt, parce qu'on a des plafonds, hein, là, on n'est pas rentré dans les détails, on a des plafonds quand même par rapport aux surfaces et par rapport au montant. Donc là, c'est un cas pratique, hein, sur l'investissement qui fait 298 000 euros, on peut avoir un crédit d'impôt de 88 000 euros. Et après, cerise sur le gâteau, c'est que ce crédit d'impôt, si vous n'avez pas assez d'impôt société pour le faire baisser, la différence, elle vous est remboursée. Donc vous voyez, donc c'est toujours acquis en fait. Ce crédit d'impôt, il reste toujours acquis. Et ça peut être particulièrement intéressant si vous avez de la trésorerie. Vous pouvez, et puis que vous payez beaucoup d'impôts sociétés, vous pouvez le neutraliser comme ça. Après, le montage en général, c'est de faire une SCI qui va faire l'investissement immobilier avec une intégration fiscale. Et puis après, cet investissement immobilier, pareil, il va produire des loyers. Et les loyers, fiscalement, ils seront en partie gommés par le fait que le bien, on peut l'amortir. Donc, vous voyez, c'est comme si on faisait une double déduction. Vous avez le crédit d'impôt, puis après, vous allez encore pouvoir amortir. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, quoi. Tout à fait, merci Jean-Luc. Donc ça, c'est le Girardin IS, mais il y en a d'autres. Les autres crédits d'impôt, et on termine avec ça. Autres crédits d'impôt, alors il y en a beaucoup, hein, des crédits d'impôt pour les entreprises. On connaît ceux pour les particuliers, ça, tout le monde en parle dans la presse chaque année vers le mois d'avril, au mois de mai. On connaît moins ceux des entreprises. Donc les gros crédits d'impôt les plus connus, il y en a plus que ça. Il y en a une vingtaine, mais vous allez voir, on vous en a sélectionné 8, je crois. Donc le crédit d'impôt recherche, si vous faites des dépenses de R&D, 30% de vos dépenses de R&D, donc souvent des salaires de chercheurs et votre salaire à vous aussi, si vous faites des recherches, si vous êtes directeur de recherche. Le crédit d'impôt innovation, c'est un peu la même chose, avec une composante recherche moins marquée, ça représente 20% de vos dépenses d'innovation.
Le carry-back, alors le carry-back, ça ça va concerner les entreprises qui ont déjà payé dans le passé de l'impôt sur les sociétés et qui font un déficit cette année. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez que on peut comptabiliser un crédit d'impôt, un impôt négatif, un impôt sur les sociétés négatif, qui en fait, voilà, est demandé dans certains cas le remboursement, donc se faire rembourser l'impôt que vous avez payé les années précédentes au titre de vos bénéfices, si aujourd'hui vous faites des déficits. Donc ça consiste à imputer vos déficits de, par exemple, l'année 2023 sur vos bénéfices 2022, 2021, 2020, comme ça on peut remonter 5 ans en avance, 5 ans en arrière, pardon. Voilà, là aussi, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Le crédit d'impôt pour les formations des dirigeants d'entreprise, ça c'est mini, mais bon, ça peut représenter 451 € si vous avez fait 40 heures de formation, vous en tant que dirigeant d'entreprise. C'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de raison de faire de cadeaux au fisc. Qui se fait quand même une joie de nous demander de payer des impôts. Donc, si on peut limiter au maximum, et bien là, il y a 450 € à récupérer assez facilement. Et enfin, le crédit d'impôt famille. Alors, le crédit d'impôt famille, c'est si votre entreprise, elle paye des dépenses, tout ce qui est dépenses de garde d'enfants, dépenses d'aide à domicile de vos salariés et de vous aussi. Donc, si les salariés y ont droit, ben, le dirigeant aussi a droit, notamment le CESU dont on parle souvent, le chèque emploi service universel, jusqu'à 2 350 € par an pour le dirigeant. Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, ça concerne vraiment des activités d'artisans, les artisans des métiers d'art. Bon, en général, vous êtes au courant quand vous avez droit, c'est 20% des dépenses de conception, de prototypes, etc. Et enfin, le crédit d'impôt mécénat d'entreprise et les dons aux associations, 60% de vos dons ou 20 000 €, voilà la plus haute de ces deux limites. Pardon, 60% de vos dons dans la limite de 3 pour 1000 du chiffre d'affaires ou de 20 000 €. Voilà, c'est un peu mal rédigé, on va corriger ça. Mais 60% de vos dons, donc ça c'est quand même pas mal. Alors évidemment, c'est de l'argent qui sort, mais enfin, libre à vous de décider de le donner à des associations ou de le décider de le donner à l'État français. Voilà, chacun se fait sa propre idée de la chose, mais sachez-le, si vous voulez faire des dons, les dons que vous faites à titre personnel, vous pouvez les abonder ou les amplifier grâce à des dons faits par votre entreprise. Voilà, vous pouvez donner plus puisque cet argent, eh bien, que vous prenez dans les caisses de votre entreprise, il n'a pas été taxé à l'impôt sur le revenu, vous n'avez pas payé de cotisation sociale et en plus, l'État vous en rembourse 60%, donc c'est plutôt pas mal si vous avez si vous voulez faire œuvre de générosité. Vous voyez, donc il y a vraiment différentes astuces, différents niveaux pour attaquer son impôt sur les sociétés, avec ou sans décaissement. Bon, évidemment, il y en a certains qu'on met en œuvre, nous, experts comptables, sans nécessairement vous le demander, parce que c'est notre métier et que quand on voit les opportunités, c'est notre job de les saisir et de les activer pour vous. Il y en a d'autres, ça doit se faire avec une action de votre part. C'est voilà, les dons, il faut les faire avant la date de clôture, il ne faut pas les faire après. Ça, on peut pas il faut que vous fassiez votre don, le virement avant le 31 décembre, si jamais vous, vous vous engagez sur cette voie-là. Voilà. Même chose pour le Jardin IS, même chose pour l'option impôt sur le revenu et même chose pour les dépenses que vous voudriez passer en charge et pas en IMO. Vous voyez, il y a tout un panel donc d'actions à engager, à activer avant la fin de l'année pour pouvoir payer, pour pouvoir baisser pardon, votre impôt sur les sociétés.